Combien de nuages a traversé Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ex l'aviateur, le romancier, le poète, le petit prince des nuées dont les ailes de géant l'empêchent de marcher, comme dirait Baudelaire. Des ailes, mais aussi une longue écharpe qui flotte, aérienne, une écharpe avec au bout un petit ange, tout blond, tout rêveur, triste. Un coup de vent, l'écharpe se dénoue, s'envole. N'ayant pas trouvé assez d'attache sur terre, Saint-Ex a préféré l'exil au ciel. Un gros orage, une tempête le chasse parfois des nuages. Le moine des airs doit donc reprendre sa vie terrestre. Un second ciel s'ouvre alors dans les bras des femmes, Saint-Ex toujours en quête de tendresse. Les écrits de Saint-Exupéry sont des morceaux d'éther, une écriture qui se déploie douce comme les nuages, nuages teintés de soleil, de lune ou d'étoiles, une écriture qui apaise, qui bonifie. Toute sa vie, Saint-Exupéry n'eut qu'une obsession, que dire aux hommes. Que dire aux hommes pour les rendre meilleurs? Bonjour et bienvenue à tous dans Sang d'encre, votre nouvelle émission littéraire sur Lab TV, une émission audio, pour rendre hommage à ceux, à celles qui ont un jour écrit des œuvres, qui ont fait d'une simple feuille de papier le paratonnerre de leur génie. Aujourd'hui donc, Antoine de Saint-Exupéry. Dans la seconde partie de l'émission, nous rencontrerons Jean-Pierre Guénaud, qui a publié une biographie originale de Saint-Ex, puisqu'elle est racontée par le Petit Prince lui-même. Nous évoquerons la naissance du conte, sans doute le plus connu au monde, publié il y a tout juste 70 ans, un testament intelligible seulement à quelques-uns, disait Saint-Ex. Il y a donc un mystère, une énigme, le Petit Prince. Mais d'abord, je voudrais vous évoquer le style, la voix de Saint-Exupéry. Bref, ce pourquoi il a écrit. Antoine de Saint-Exupéry est né avec son siècle, le 29 juin 1900. Son rêve d'enfant était la navale, il va échouer. Se voyant ensuite architecte, il va abandonner les beaux-arts. Non, Saint-Ex sera aviateur. Aviateur héroïque aux premières heures, au balbutiement de l'aéropostale. Aviateur et écrivain, guidé par un sens du devoir absolu, de l'honneur et du sacrifice. Oui, mais pour qui? Pourquoi, si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Dans les jardins, on se promène. On peut se taire et respirer, on est à l'aise. Et les surprises heureuses viennent tout simplement au-devant de vous. On n'a rien à chercher. Un papillon, un scarabée, un ver luisant se montrent, on ne sait rien sur la civilisation du ver luisant. On rêve. La civilisation, c'est justement la grande interrogation de Saint-Ex. La Seconde Guerre mondiale ébranle l'univers. Le globe est tiraillé entre nazisme, communisme ou capitalisme à outrance. Les trois baobabs, dont les racines risquent de faire exploser la planète du Petit Prince, pour certains experts. Plus que jamais, la spiritualité semble échapper au monde au profit de la technique, des monstres, d'une science dévorante. Saint-Ex s'inquiète de ce monde où l'on parle plus que de frigidaire, bilan et mots croisés, comme il dit, sans poésie, sans couleur, sans amour et sans foi. Ses reportages dans l'URSS stalinienne, dans l'Espagne franquiste, son raid aérien à Arras le 23 mai 40 lors de la campagne de France l'achève. Et il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, écrit-il. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me bats. Si la France n'avait pas été vaincue en 40, je refuserais de prendre part à cette mêlée absurde, à cette guerre civile des peuples civilisés. Les hommes ne sont pas comme Saint-Ex l'espérait. Son idéal, il l'expose dans Citadelle. Attention, plus qu'un livre posthume, Citadelle est un livre inachevé, un recueil de méditations, de pensées prises au vol. Il disait lui-même qu'il aurait fallu encore 10 ans pour l'achever. Par la voix d'un chef berbère, un grand caïd philosophe, sorte de Platon du désert qui veille sur sa cité, Saint-Ex y livre des réflexions sur l'humanité. Voici un exemple. Passage qui aurait pu être écrit il y a 2 jours à peine, sous notre tyrannie du sondage et du nombre à tout prix. Il écrit « Ainsi de ma pitié, te voilà qui déclames sur les tortures d'enfants et tu me surprends à bâiller, mais tu ne m'as conduit nulle part. Tu me dis, tel naufrage a noyé 10 enfants, mais je ne comprends rien à l'arithmétique. Je ne pleurerai pas 2 fois plus fort si le nombre est 2 fois plus grand. D'ailleurs, bien qu'ils soient morts, par centaines de milliers depuis l'origine de l'Empire, il t'arrive de goûter la vie et d'être heureux. Mais je pleurerai sur tel si tu peux me conduire à lui par le sentier particulier. Et de même qu'à travers telle fleur j'accède aux fleurs, il se trouve qu'à travers lui, je retrouverai tous les enfants, pleurerai, et non seulement sur tous les enfants, mais sur tous les hommes. »
Syntex ne cesse de s'interroger sur ce chemin qui mène à l'émotion, à la compréhension en somme, ce langage qu'il faut choisir avec grande vigilance, car le langage est source de malentendus, c'est ce que dit le renard au Petit Prince, en lui demandant de ne l'apprivoiser que par sa présence, son regard, son silence. Sur les subtilités du langage, ce qu'un seul mot peut éveiller en nous, ses nuances. Voici ce qu'il dit, toujours dans Citadelle. Ce qui est en moi, je ne puis que le signifier dans la mesure où tu l'entends déjà par d'autres chemins que la parole. Par le miracle de l'amour ou parce que né du même Dieu, tu me ressembles. Autrement, je le tire par les cheveux, ce monde qui, en moi, est englouti, et au hasard de ma maladresse, j'en montre cet aspect seul ou cet autre, comme de cette montagne dont j'exprime bien en la signifiant qu'elle est haute, alors qu'elle est bien autre chose, et que je parlais, moi, de la majesté de la nuit. L'explication que donne d'ailleurs Syntex du roman Vol de nuit est très intéressante. Dans son sens intime, c'est un livre sur la nuit. En somme, Syntex reprend Flaubert, qui, pour Madame Bovary, voulait exprimer avant tout une certaine couleur jaunâtre de l'angle des murs d'une chambre humide. Tout est dans le symbole, tout est dans l'image avec Saint-Exupéry. Comme cette maison, qui est belle parce qu'elle recèle un trésor caché on ne sait pas où, comme ce désert embelli parce qu'il cache un puits quelque part, ou toutes ces étoiles, qui sont belles à cause d'une seule rose qu'on ne voit pas. C'est que les yeux sont aveugles, il faut voir avec le cœur. Saint-Exupéry, c'est l'émerveillement à chaque instant. Rétablissons l'ère de la poésie, c'est ça le message de Saint-Exupéry, le plus court chemin d'un homme à l'autre, parce qu'elle mène aux émotions, aux sensibles, elle relie les âmes, fait pont entre les hommes. Je vous décris là un Syntex rêveur dans ses brumes, mais alors, pourquoi a-t-il choisi de faire carrière dans l'aviation? Pourquoi voulait-il la navale ou les beaux-arts, qui demandent de la maîtrise, de la technique, de l'arithmétique au passage? On en parlera tout à l'heure, mais Syntex n'était pas vu d'un très bon œil par les écrivains professionnels, si je puis dire, de son temps. Si Syntex fut certes un aviateur héroïque, il n'était pas du tout rigoureux. Je passe ces accidents dus à mille imprudences, à plus courante oublier de fermer les portes de l'avion au décollage, bon. Mais l'accident le plus célèbre, et le plus poétique sans doute, est celui du désert. Quelque part dans le désert de Libye, un accident qui sera une révélation. Le désert, son immensité, sa solitude, son ciel, ses peuples nomades, tribus soudées, solidaires. Saint-Exupéry y trouve sa patrie, c'est une seconde naissance, seul, sous les astres. Voici un extrait de Terre des Hommes. Il vient de se cratcher. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Et cependant, je me découvris plein de songes. Ils me vinrent sans bruit, comme des eaux de source, et je ne compris pas tout d'abord la douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix ni d'image, mais le sentiment d'une présence, d'une amitié très proche et déjà à demi devinée. Puis je compris et m'abandonnai, les yeux fermés, aux enchantements de ma mémoire. Il était quelque part un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe. Il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève. Je m'orientais, j'étais l'enfant de cette maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui l'avaient animé, et jusqu'au chant des grenouilles dans la mare qui venaient ici me rejoindre. J'avais besoin de ces 1000 repères pour me reconnaître moi-même, pour découvrir de quelle absence était fait le goût de ce désert. Courageux Syntex, oh là surtout ne lui dites pas. Voici ce qu'il écrivait à André Gide. Je compris ce qui m'a toujours étonné. Pourquoi Platon ou Aristote placent le courage au dernier rang des vertus? Ce n'est pas fait de bien beaux sentiments, un peu de rage, un peu de vanité, beaucoup d'entêtement et un plaisir sportif vulgaire. En 1943, Syntex est exilé à New York. Il est interdit de vol, limite d'âge atteinte, fait face à l'hostilité des Américains qui ne comprennent pas la situation française. Lui-même d'ailleurs est sceptique quant à l'action d'un De Gaulle qu'il trouve trop guerrier, craignant qu'il installe en France une dictature militaire, tel Franco. C'est donc à New York, seul au monde, blotti dans les sommets d'un gratte-ciel, qu'il commence le Petit Prince. Je suis lourd de trésors inutiles, comme d'une musique qui jamais plus ne sera comprise, écrit-il dans Citadelle. Donner un sens à l'homme. Telle aura été l'œuvre de Syntex l'humaniste. Après maintes négociations, il parvient à revoler
C'est à bord d'un Light Knight P-38 qu'il sera touché par un chasseur allemand le 31 juillet 1944 au large de Marseille. Il chute une dernière fois du ciel pour mieux y remonter à 44 ans, mort pour la France. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour. Vous êtes le directeur de la culture du groupe Aristophile et de ses musées des lettres et manuscrits, celui de Paris et de Bruxelles, et puis un grand spécialiste de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Vous avez publié notamment 2 ouvrages aux éditions Jacob Duvernet. Le premier, La mémoire du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, le journal d'une vie, et puis La Terre en héritage, Sauvons la planète du Petit Prince. Alors avec vous, on va évoquer donc l'origine de ce personnage et puis la composition de ce conte qui est, je crois, le plus traduit dans le monde aujourd'hui après la Bible. C'est un drame familial qui va faire naître dans l'esprit de Saint-Ex ce petit ange. Ce sont 2 fêlures. 2 fêlures. Il y a des fêlures dans la vie humaine qui font que d'un seul coup tout bascule et rien n'est plus comme avant. La première fêlure, le premier petit prince de Saint-Ex, c'est sans doute son frère, François, qui est mort dans ses bras. Et qui lui a légué quelque chose quand il est mort, et c'est très troublant de relire le passage du Petit Prince dans lequel le Petit Prince va s'en aller, et de relire la transcription que Saint-Exupéry fait de la mort de son frère François dans Pilote de guerre. Pilote de guerre, c'est un faux ami. On croit, quand on voit le livre de l'extérieur, qu'on ne va parler que de pilote et de guerre. En fait, c'est un retour sur image et sur la vie de Saint-Exupéry. Et on va y revenir tout à l'heure dans Pilote de guerre. Mais dans ce même Pilote de guerre, il y a donc ce récit qui fait que, alors qu'il va passer, comme on le disait à l'époque, de vie à trépas, François de Saint-Exupéry convoque son frère sur son lit de mort pour lui passer quelque chose, pour lui transmettre quelque chose. Et dans les 2 cas, on va retrouver quasiment transcrit tel quel dans Le Petit Prince ce qu'il a à lui dire, c'est-à-dire qu'il va partir. Justement, il y a cette phrase « Quand le corps se défait, l'essentiel se montre ». Elle a un écho dans Le Petit Prince avec « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai ». C'est exactement ce que son frère lui dit sur son lit de mort. Il lui a légué quelques petites choses, quelques petits objets, comme peuvent en avoir les enfants. Et puis surtout, il lui a annoncé ça, qu'il ne va pas pouvoir emporter son corps parce que c'est trop lourd, mais que ça n'est pas triste. Ce corps, il est comme une vieille écorce et on retrouve l'image dans les 2 cas. Saint-Exupéry a immortalisé cette scène. Il a photographié son frère sur son lit de mort, avec un cliché à l'italienne et un cliché plus vertical. Et dans le premier livre que j'ai publié sur la vie de Saint-Exupéry, j'ai reproduit l'autre cliché, celui que personne ne connaissait, celui que Saint-Exupéry avait sur lui en permanence et dont a hérité son épouse, à savoir Consuelo, après sa disparition. Donc ça, c'est le premier Petit Prince. Il y a un deuxième Petit Prince, et quand on regarde la morphologie du Petit Prince, son évolution dans les dessins de Saint-Ex, il n'arrêtait pas de griffonner ce personnage en le faisant évoluer, on pourrait dire qu'il y a 2 matrices. Il y a celle qui a débouché sur le Petit Prince tel qu'on le connaît aujourd'hui, la version définitive. Et puis il y a une matrice qui est beaucoup plus comme les enfants têtards. On désigne ça en psychologie infantile pour désigner les bonhommes têtards que dessinent les enfants, quand ils ont encore une perception de l'espace et du relief un peu particulière. Et là, quand c'est le bonhomme têtard, c'est plus son frère, c'est lui. C'est frappant parce que Saint-Ex a plutôt une bouille ronde. Et le Petit Prince, c'est aussi lui, c'est sa propre enfance. Cette enfance, il va, même s'il a toujours appartenu au pays de son enfance, il va y avoir 2 fractures. La première, c'est la mort de son frère. Et la seconde, c'est la nuit d'Arras. En 40, quand il se bat, on l'envoie dans une mission suicide qu'il relate dans Pilote de guerre. Cette mission suicide fait qu'il survole Arras, qui est un nid de DCA allemande, avec un avion qui est chargé uniquement de caméras, qui n'est pas chargé d'armes. Et là, il est dans l'enfer. Il revient le soir par miracle. Ses hiérarchies ne s'attendaient pas du tout à le voir revenir. La plupart des chasseurs qui escortaient ces bombardiers qui n'en sont pas, qui sont des avions d'observation, vont être abattus. Son avion lui-même revient percé comme une passoire. Et là, il va y avoir une prise de conscience et tout va basculer.
de façon définitive. Il le dit lui-même. Le tir a brisé une écorce. Et là, d'un seul coup, il réalise qu'il n'a rien compris à la vie, qu'il ne s'est comporté jusqu'à présent que comme un locataire grincheux. Et d'un seul coup, il découvre ce qui a de l'importance, ce qui n'en a pas. Et ça va donner naissance à deux choses. Ça va donner naissance, cette nuit d'Arras, à Pilote de guerre et au Petit Prince. Le Petit Prince fit l'ascension d'une haute montagne. D'une haute montagne comme celle-ci, se dit-il, j'apercevrai d'un coup toute la planète et les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles et des rocs bien aiguisés. Cette planète est toute sèche et toute pointue et toute salée. Quand Saint-Exupéry écrit cela, il est exilé en haut d'un gratte-ciel à New York, et cette incompréhension du Petit Prince face au monde, c'est celle de Saint-Exupéry face au monde et aux épreuves, la guerre qu'il traverse. Oui, et puis en même temps, cette profonde osmose qui fait que son empathie pour le genre humain est telle, son intérêt pour les autres est tel qu'il comprend beaucoup de choses. En fait, la révélation profonde qui sort, qui émerge de l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est que il nous fait savoir, il nous apprend que notre vie ne commence à prendre un sens que quand nous la tournons vers les autres. Et c'est pour ça que Saint-Exupéry aujourd'hui est si actuel. Nous vivons en 2013. Charles de Gaulle craignait ce qu'il appelait la France des partis. On vit en vieux pays gaulois, c'est la France des villages qui s'opposent, des vizirs qui veulent être vizirs à la place des vizirs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on est dans une situation encore plus terrible que celle que redoutait Charles de Gaulle. On est dans ce que j'ai appelé dans un de mes livres, dans la France du tout à l'ego. Les gens, les grands partis politiques sont pulvérisés. C'est chacun pour soi. C'est la France de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est quelque chose de terrible, ça cadre avec ces temps modernes qui nous donnent l'illusion de l'autosuffisance, de la toute-puissance de l'être humain qui pourrait être indépendant, non solidaire et écraser le reste du monde. C'est ça la grande prise de conscience qui est chez Saint-Exupéry. Et pour nous en convaincre, il a l'art de nous raconter des petites histoires tristes, réalistes, des vraies histoires de vie, qui en général finissent mal. Et c'est ce qui différencie totalement une des grandes sources d'inspiration de Saint-Exupéry, qui est Hans Christian Andersen. Quand il est enfant, il a perdu son père très tôt, sa mère, non pas pour l'endormir, mais pour l'éveiller au contraire, pour le faire grandir, lui lit les contes d'Andersen. Quand il est malade aux États-Unis, une de ses amies, actrice par ailleurs, Sylvia Hamilton, je crois, vient le voir pour... Et qu'est-ce qu'elle lui lit comme par hasard? Les contes d'Andersen sur son lit de douleur, parce que régulièrement le corps de Saint-Exupéry se venge de tout ce qu'il lui a fait subir, avec ses crashs, avec ses mésaventures. Et il y a un cousinage évident entre le Petit Prince et la Petite Sirène. Chez Grimm, chez Perrault, les contes sont des histoires à dormir debout, une sorte d'opium du peuple. Vous remarquerez chez Grimm et chez Perrault qu'on ne remet jamais en question l'ordre social établi. Si vous naissez catin d'auberge ou palefrenier, la seule façon que vous aurez de devenir prince ou princesse, ça passera par l'extraordinaire, par la magie, par le merveilleux. C'est une symphonie effroyable, ces contes-là. Les belles-mères rôtissent dans des bassines d'huile bouillante. C'est du grand guignol sans arrêt. Mais ça finit toujours bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Rien de tel chez Saint-Exupéry, mais surtout rien de tel chez Andersen. Les histoires finissent toujours mal, ce sont des histoires de vie. Regardez la petite marchande d'allumettes, quelle terrible alternative. Si elle craque son allumette, elle mourra un peu moins vite de froid, mais un peu plus vite de faim. Si elle ne la craque pas, elle mourra un peu moins vite de faim, mais un peu plus vite de froid. Terrible alternative de l'existence humaine. Je voudrais laisser sous les apparences d'un conte pour enfants un testament intelligible seulement à quelques-uns, disait Saint-Ex. Il était assez mystique, Saint-Ex. Est-ce qu'il faudrait voir dans Le Petit Prince un livre à clé, à énigme? Pas trop. Je pense que là encore, on retrouve un conte d'Andersen qui est La princesse au pois. Vous savez, c'est ce prince qui veut trouver l'âme sœur, sa moitié d'orange. Mais il veut quelqu'un de très sensible. Alors on est dans la sensibilité au sens propre du mot. Il va faire dissimuler un petit pois sous des piles de matelas.
Et puis toutes les prétendantes du royaume qui visent son argent, son pouvoir, défilent pour coucher dans ce lit et pour voir si elles arrivent à passer le test, l'épreuve du petit pois. Et la plupart n'y arriveront pas, sauf celles qui, malgré les 10 ou 15 matelas qui sont entre elles, entre son dos et le sommier du lit, va sentir le petit pois. Ben là, c'est la même chose. Je pense que quand Saint-Exupéry évoque ça, il évoque le fait qu'il faut avoir envie de voir. Il y a ceux qui restent du pays de leur enfance, qui gardent une sorte de fraîcheur naturelle, qui ne s'aigrissent pas. L'aigreur, ce n'est pas un problème d'état civil. Il y a des gens qui, à 20 ans, sont vieux. Il y a des gens qui, à 95 ans, sont restés très verts. C'est une forme d'ouverture d'esprit. Quand on vieillit, on se replie sur soi-même, on s'atrophie, on se racornit. On commence à se désintéresser des autres, on se replie sur soi-même. Le message de Saint-Exupéry, c'est tout le contraire. Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah, quel adorable visage! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes hardes, cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres, et je me dis « Voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. » Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui, protégés, entourés, cultivés, que ne saurait-il devenir? Quand il naît par mutation dans les jardins, une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres, par la machine à emboutir. C'est un extrait de Terre des Hommes, paru en 1939, mais Le Petit Prince y est clairement déjà évoqué. Oui, et puis l'évocation de ce qui va être un des fléaux. Ce qui est merveilleux, c'est que du fond des années 30, Saint-Exupéry est capable de nous décrire les fléaux qui menaceront la planète au début du troisième millénaire, c'est-à-dire bien après sa disparition, parce qu'il les pressent. Et non seulement il les décrit, il les dénonce, mais il nous apporte des antidotes. Et dans ces fléaux, il y a ce qu'on appelle, c'est ce que vous venez de décrire, il y a ce qu'on appelle tout simplement aujourd'hui le formatage. Le formatage, c'est le grand drame de l'audiovisuel, du cinéma, de la télévision, de tout un cirque médiatique qui fait que, depuis le système éducatif jusqu'à la vie active, en passant par tout le reste, on formate les gens. On fabrique, on nous vend du sur-mesure, mais on nous vend du prêt-à-porter auprès du sur-mesure. Et c'est ça qui effraie un petit peu Antoine de Saint-Exupéry. Il critique ce processus qui fait qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des revues comme la revue 21, parce qu'on ne traite que l'écume, on ne traite que l'actualité anecdotique et bouillonnante, tout ça est au détriment du sens et de l'épaisseur. C'est un vrai problème. Et il y a déjà la prescience de ça, de l'aliénation des transports en commun, de l'aliénation des moyens modernes de communication, qui font que l'homme ne se donne plus le temps de creuser, d'aller au-delà du zapping, d'aller au-delà de l'écume. Alors le petit prince ramone ses volcans, défriche les baobabs sur sa planète, voyage avec les oiseaux sauvages. Tout compte fait, c'est aussi l'ancêtre des écologistes. Oui, mais alors là, avec quelque chose de très fort qui fait que, par comparaison, si on était un peu méchant, on dirait que les écologistes du troisième millénaire sont des enfants de cœur. Ils sont à la fois myopes, astigmates et presbytes. Pourquoi ? L'écologie a été introduite par les géographes de l'école des annales de géographie après la défaite de 70 en France et importée d'Allemagne, ce qui prouve qu'on n'était pas rancunier. C'était quoi l'écologie au départ ? Ça embrassait tout. C'était la science des conditions d'existence. Et on retrouve la même chose chez Saint-Exupéry. Il n'y a pas seulement chez lui une écologie du végétal, l'appel du brin d'herbe ou celui de la forêt. Il y a une écologie du temps, il y a une écologie de l'argent, il y a une écologie des rapports sociaux. Bref, l'écologie est quelque chose qui embrasse tout et qui surtout ne repose pas, comme c'est trop souvent le cas depuis quelques décennies, sur une vision rousseauiste de la nature qui fait qu'on oppose ce qui est naturel
et ce qui serait forcément bénéfique à ce qui est artificiel. Donc on va opposer la pharmacopée des plantes à la chimie des laboratoires pharmaceutiques. C'est inepte. Je ne suis l'inventeur ni de la ciguë, ni de la manite phalloïde. La nature, c'est la jungle. C'est-à-dire c'est un environnement hostile, sauf quand l'homme arrive à avoir l'illusion de la domestiquer. Et on ne peut pas continuer à colporter cette vision un peu ridicule, d'autant plus que quel est l'enjeu le plus urgent sur le plan écologique? Je ne nie pas l'importance du végétal, de la faune, de la flore, l'appel de la forêt et du brin d'herbe. Mais il y a beaucoup plus urgent que ça. Dans quelle ville, dans quelle banlieue voulons-nous nous entasser? Ça s'appelle l'urbanisme. Et ça, c'est très présent chez Saint-Exupéry parce qu'il a vécu, lui, dans les grandes mégalopoles nord- et sud-américaines. Il a vécu, comme vous le disiez tout à l'heure, en gratte-ciel. Donc il sait de quoi il parle. Les premiers lave-vaisselle aux États-Unis, c'est peu de temps après la guerre. Les premiers lave-vaisselle en France, il faudra attendre beaucoup plus longtemps, quasiment les années 70. Il y a un très fort écart. Donc quand on vit là-bas, dans les années 30, eh bien dans les années 40, on peut avoir un peu la prescience de ce qui va se passer. Comment était considéré Saint-Ex par les écrivains professionnels, si on peut dire, de son temps? Le problème de la France, c'est que c'est un pays très élitiste dans lequel, quand les gens sont clairs, on a tendance à les mépriser. C'est ce qui fait que certains ont méprisé Camus, par opposition à Sartre, ou encore Saint-Exupéry. On parle vite, quand les choses sont dites clairement, de philosophie de bazar. Or, c'est tout le contraire. Des gens comme Saint-Exupéry ou Camus sont tournés vers le peuple. Ils n'oublient pas d'être clairs, ils n'oublient pas qu'ils sont les passeurs de quelque chose. On ne peut pas être à la fois passeur et nommé dans une forme d'hermétisme ou d'élitisme. Et la grande force de Saint-Exupéry, c'est la grande force de Camus, c'est la très grande clarté de leurs propos, la très grande limpidité de leurs propos, une accessibilité apparente, parce que c'est comme chez Victor Hugo. Les gens parfois pensent qu'il y a chez Victor Hugo des vers de Mirliton. C'est sous-estimer le poète. Quand il parle de deux lions fiers, dressés, fier, ça paraît plat comme ça. En fait, ça vient de la langue héraldique et ça désigne des lions dressés sur leurs pattes de derrière. C'est quelque chose de très précis. Donc le mot qui en apparence est plat est en fait très riche. Il faut se méfier des faux habits. C'est pareil chez Alain Fournier, la langue est en apparence très simple, elle est en fait très travaillée, d'où son incroyable pouvoir d'évocation. Si Alain Fournier vous décrit la senteur des tilleuls après l'orage, vous serez dedans totalement. Il y a cette même magie chez Antoine de Saint-Exupéry, cette incroyable clarté. C'est toujours accessible, même au premier degré. Mais on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud. Et c'est la fin de ce premier numéro de Sang d'encre consacré à Antoine de Saint-Exupéry et au Petit Prince. On se retrouve bientôt d'une part pour les nouveaux tête-à-tête, et puis pour un second numéro de Sang d'encre consacré cette fois à Louis-Ferdinand Céline. Merci beaucoup et à bientôt.